Je préfère plutôt recruter les propos de Colette, quand elle a dit, à propos de l'écriture, il faut écrire comme personne avec les mots de tout le monde. Moi, je dirais, il faut aimer comme personne avec les hormones de tout le monde. Je vais commencer par les derniers arrivants dans le cortège de ceux qui s'intéressent à l'amour, à savoir les neuroscientifiques, et qui vont quelque part nous aider à comprendre l'alchimie de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour à l'échelle biologique, à l'échelle neuronale? Et nous allons emprunter la voie des neuroscientifiques pour fabriquer une espèce de filtre d'amour, à l'ancienne. Et si on veut fabriquer ce filtre d'amour, quels sont les ingrédients? Alors, les neuroscientifiques, ils vont nous dire que c'est une affaire de phéromones et de neurotransmetteurs, tout simplement. Oui, ils ont l'air un peu... c'est une sorte de désillusion, parce que quand on a une émotion aussi noble et qu'on croit qu'on est tiré par une certaine force divine, mystérieuse, et autre, et et on est devant un scientifique qui est en train de regarder froidement la chose et la réduire à un ensemble d'équations scientifiques et de molécules pour nous dire, écoutez, vous avez vu l'être cher qui a allumé votre flamme, mais c'est une histoire de phéromones. Et ces phéromones ont réveillé en vous, justement, l'empreinte. Parce que durant votre enfance, vous avez cumulé une empreinte d'amour, qui vous prépare génétiquement à tomber sous le charme d'une certaine catégorie de personnes. Et quand votre cerveau repère la personne en question, il y a tout un processus assez codifié qui entre en jeu et qui s'emballe. Alors, ce processus commence, il y a une espèce de filtre d'amour qui va se fabriquer à l'intérieur de votre corps. Si on essaie de fabriquer ce filtre d'amour, on va retrouver le premier neurotransmetteur, à savoir l'endorphine. Alors, l'endorphine, en fait, il y a une famille d'endorphines, mais l'endorphine qui va intervenir dans cette histoire, son effet est similaire à la cocaïne et aux amphétamines, tout simplement. Il va réveiller en vous toutes les sensations d'addiction. Manque de sommeil, appétit qui se coupe, euphorie, excitation, suractivité, bref, les syndromes qu'on retrouve tous, les symptômes qu'on sait tous reconnaître quand on repère quelqu'un en mode Julia Roberts et Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill. Voilà, on voit bien que ces personnes-là, le cerveau, il est imbu d'endorphines. Et les endorphines nous donnent cette sensation de béatitude, cette sensation d'excitation, cette sensation... Alors, premier ingrédient, l'endorphine. Deuxième ingrédient, qui va baisser. Alors, l'endorphine va augmenter dans notre sang. Et l'endorphine va nous donner cette sensation d'excitation, que je suis excité, que le monde est bien, que tout est bien, que je m'attache à la personne, que son nom déjà dégage en moi des frémissements, que je suis sous le charme. Ça, c'est tout typiquement l'effet endorphine. Mais il y a une autre hormone qui va contribuer par son absence. Elle va diminuer dans notre sang. C'est de la sérotonine. Et vous savez ce qui se passe quand la sérotonine diminue dans notre sang? C'est notre esprit critique qui diminue avec. D'où, voilà, la sagesse, l'amour est aveugle. Effectivement, vous passez à côté de son nez à la Cyrano de Bergerac, vous passez à côté de son attitude très frivole, vous passez à côté de beaucoup de choses dans son profil parce que vous êtes... il n'y a plus de sérotonine, donc vous êtes chimiquement infirme. Voilà. Et c'est ça fait partie des effets secondaires de l'amour. Donc, ça, c'est la sérotonine quand elle baisse, elle nous évacue toutes les capacités de pensée critique et on se retrouve littéralement incapable de détecter, en fait, les défauts de l'âme sœur. Heureusement, d'ailleurs. Alors, entre-temps, il y a un autre cocktail d'hormones qui entre en jeu. Il y a la dopamine.
c'est l'hormone du bonheur. Ça nous donne cette sensation que tout va bien, que le monde est meilleur, que demain sera meilleur, tant que je suis à côté de mon âme sœur. Et la dopamine, il est bien connu comme étant l'hormone du bonheur et nous donne de l'assurance, de la confiance et nous donne un peu d'attachement, mais une petite attraction. D'autres hormones comme l'adrénaline. L'adrénaline nous donne de l'attention. Il va nous donner une capacité. Déjà, nos peurs seront évacuées et il va nous donner la sensation de pouvoir et de maîtrise totale. Alors, quand j'aime, je sens que je peux soulever des montagnes. Oui, les littéraires avaient raison parce que leur capacité, effectivement, leur intention de soulever des montagnes, elle était chimiquement justifiée par ce qui se passe dans leur cerveau. Vous voyez donc, c'est une histoire de chimie. Bien entendu, un peu de vasopressine qui va nous mettre en mode éveil psychique, qui va nous donner un peu de tonus sur le plan physique. L'amour a des vertus guérisseurs. Ça nous aide, ça nous donne de l'immunité. Parce qu'il y a des hormones qui seront déversées dans notre sang et qui vont nous donner la capacité de combattre les maladies. Et il a un effet anti-inflammatoire. Voilà. C'est scientifiquement prouvé. Les gens qui sont sous le charme, les gens qui s'arrangent toujours tomber amoureux ou qui sont tout le temps amoureux auront plus de chances à vivre par rapport à d'autres qui le sont un peu moins. Et donc, aimer, c'est recommandé, voilà, c'est recommandé pour des raisons médicales. Voilà. Pour être dans un langage scientifique, pousser la chose à l'extrême, voilà, c'est une recommandation. Aimer, je dirais, à vous de gérer la modération de la chose. Alors, mais vous savez, contrairement à un filtre d'amour fabriqué par une vraie sorcière, le filtre d'amour fabriqué par les scientifiques ne peut pas durer que de 3 à 6 ans. Après, il n'y a rien. Les neurones fonctionnent par principe de saturation. Tous les toxicomanes savent qu'ils doivent augmenter la dose pour avoir le même effet. Et à un moment donné, on sent que oui, avec toute l'endorphine du monde, avec toute la vasopressine, la dopamine, on n'a plus le même effet. Les récepteurs, les synapses sont saturés. Alors comment va-t-on, justement, qu'est-ce qu'on peut faire de cet amour? Il va falloir le convertir sous une forme beaucoup plus stable. Il y a une autre hormone qui va intervenir, c'est l'ocytocine ou l'oxytocine. Alors l'oxytocine, son rôle, c'est de créer l'attachement, l'empathie, l'altruisme, la confiance et l'attachement. Vouloir rester avec la personne. Ce n'est plus la fougue, ce n'est plus cette émotion fugace qui nous prend en otage, c'est plutôt de la zénitude. Et vous savez, l'ocytocine, c'est une hormone qui se libère en grande quantité pendant l'accouchement. Pour créer ce bounding, pour créer ce lien entre le bébé et la maman. C'est l'hormone de l'attachement. Et donc l'oxytocine, justement, c'est l'hormone qui va nous aider à entretenir l'amour et entretenir la flamme. C'est un petit peu le changement de vitesse naturel qui s'opère dans toute relation. Alors, qu'en est-il de nos relations actuelles? 3 à 6 ans, c'est le maximum, et on aura consommé toute la dose d'hormones d'amour dans son sens passionnel, dans son sens fou. Mais dans le sens rationnel, il y a l'ocytocine. Maintenant, pour entretenir la relation amoureuse, il va falloir faire attention. Faire attention à tous ces démons qui vont gâcher en fait tout le plaisir. Tous ces conflits, tous ces moments désagréables, qui risquent justement de faire dissiper l'impact de ces hormones. Et entretenez une dose de surprise dans la relation. Apprenez à surprendre votre bien-aimé. C'est cette dose de surprise qui va entretenir la flamme. Ok, donc s'il y a... Alors, les neuroscientifiques, ils ont aussi beaucoup de choses à nous dire, parce que quant à la définition de l'amour, et ils peuvent justement venir en aide aux philosophes qui se trouvent relativement dépourvus face à la complexité de l'émotion. C'est une émotion, mais elle est complexe. Ce n'est pas simple, justement, parce que quand on fait de la neuroimagerie du cerveau en mode amour, on voit bien que ça implique toutes les strates du cerveau.
Ça va du cerveau limbique, très primitif, là, siège du désir, siège de, disons, des pulsions les plus bestiales, entre guillemets, jusqu'au néocortex, là où nous avons les fonctions supérieures du langage, la mémoire, etc., etc. Et on va remarquer une chose, c'est que l'amour va améliorer considérablement notre capacité d'apprentissage, de mémorisation et notre capacité verbale. Ça explique pourquoi les bons poèmes, hein, ils ont été dits sous l'emprise de l'amour. Hein. Ça libère toutes les énergies, ça évacue la peur, ça nous rend vraiment des superman, des superwomen. Ça, c'est le pouvoir de l'amour. Et donc, la définition scientifique de l'amour, c'est une fonction psychologique supérieure qui implique des dimensions affectives, émotives et cognitives. Affective, c'est des ressentis, ça mélange de ressentis. Cognitive, c'est ma capacité d'acquérir de la connaissance, de la traiter, de la mémoriser, etc. Et cognitive, c'est dans mes actions. Et vous savez quoi? L'amour a un pouvoir transformatif. La meilleure façon d'agir sur le comportement d'une manière durable de quelqu'un, c'est de le faire influencer par quelqu'un qu'il aime. Quand on aime, on devient malléable. Quand on aime, on change. Et donc, s'il y a un moyen durable d'insuffler un changement durable, c'est à travers le vecteur de l'amour. C'est à travers cette liaison de l'amour. Quand on aime, on est très réceptif à tous les messages, à toutes les injonctions de changement qui se font à l'échelle inconsciente. Ça, c'est parmi les secrets que nous révèle maintenant l'appréhension scientifique de la question amoureuse. Oui, les scientifiques, ils sont intéressants comme toujours. Ils nous donnent des leçons très instructives, mais apprendre avec réserve. Parce que ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est que quand ils appréhendent la question, pour eux, Roméo et Juliette et deux pigeons qui se bécotent, c'est la même chose. Alors c'est pas vraiment ça. Je préfère plutôt recruter les propos de Colette, quand elle a dit à propos de l'écriture, il faut écrire comme personne avec les mots de tout le monde. Moi je dirais, il faut aimer comme personne avec les hormones de tout le monde. Il faut aimer comme personne avec les hormones de tout le monde. Oui, le mécanisme hormonal, il est le même. Et il faut aimer, ça c'est une adaptation de la formule de Colette, il faut aimer comme personne avec les hormones de tout le monde. Il faut être authentique et original, et plutôt vrai dans sa façon de consommer l'amour. Et d'exprimer cet amour. Maintenant qu'on connaît la chimie de l'amour, on va recruter les sociologues et les psychosociologues qui sont plutôt capables de capitaliser sur ce que disent les neuroscientifiques d'une manière assez sèche et de le rendre beaucoup plus intelligible pour qu'il soit consommé dans notre quotidien.